Alors suit dans quelques minutes une interview pour la chaîne Izvestia, qui est une chaîne fédérale russe. Donc j'ai à chaque fois une équipe qui vient pour réaliser un tournage, me poser un certain nombre de questions. Un peu plus tard, demain, je mettrai également en ligne une grande interview pour Sputnik, la radio en Afrique. Donc les médias russes continuent très souvent à m'interviewer. J'ai réouvert mon petit compte X qui n'a que 12 000 abonnés par rapport à mon grand compte qui en approche les 100 000. Mais ça permet de recréer un lien. Je vais faire en fin de semaine une conférence à Grenoble et une conférence à Valence. Donc j'espère croiser certains d'entre vous ou que vous préviendrez vos proches qu'ils peuvent m'y croiser. Quoi dire? En ce moment, ce qui se passe montre à quel point l'assassinat de Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères dans ce que beaucoup ont appelé un accident d'hélicoptère n'est pas du tout fortuit. Il s'agissait bien d'un assassinat et le nouveau président élu est manifestement à côté de ses pompes puisqu'il a été complètement séduit et endormi par Macron, y compris aux Nations Unies, à New York City, où il n'y avait qu'à voir son regard et ses sourires. Il était complètement sous l'emprise de la séduction de notre antéchrist mondial, qui lui a fait croire qu'en fait l'apaisement était là, alors qu'évidemment Macron et les Américains savaient très bien ce qui était en train de se passer, puisque après les 5000 attentats terroristes d'Israël avec des pagers et des talkie-walkie piégés, qui ont fait des dizaines de morts et des milliers de blessés, dont énormément de civils, évidemment, puisque c'était parfois dans des voitures, parfois dans des cuisines à côté de gaz, etc., etc. Ça a été monstrueux, ça a effectivement sans doute largement désorganisé le Hezbollah, qui naïvement a cru dans le cadre de la semaine de réouverture des Nations Unies, que des négociations de paix sérieuses étaient en cours. Et c'est sans doute pour ça que la plupart des leaders du Hezbollah se sont réunis dans leur bunker au cœur de Beyrouth. Dans ce bunker, il y avait aussi les principaux généraux des gardiens de la Révolution, dont le chef des brigades Quds, mais d'autres, et ils sont tous morts, ils ont été réduits en miettes. Alors comment Israël a réussi ça sans que les systèmes de défense ou personne n'ait pu prévenir les gens qui se trouvaient là-bas qu'une attaque aérienne était en cours? Eh bien c'est relativement simple, les F-16 ont suivi des avions civils, comme s'ils se sont cachés dans leurs traces radar et ils ont pu envoyer tranquillement les bombes dans l'espace de quelques minutes après avoir été en dehors des trajectoires de routes civiles. Évidemment, il s'agit d'actes terroristes, de crimes de guerre, puisque les voies civiles ne doivent jamais être empruntées par des engins militaires. Vous imaginez si les systèmes de défense se mettent en marche, ce qui pourrait se passer. On constate d'ailleurs que les systèmes de défense ont préféré privilégier les civils que leur tirer dessus, alors qu'on sait depuis toujours que les Américains, eux, n'hésitent pas une seconde, à part comme par hasard le 11 septembre, mais on sait tous pourquoi. Alors au cours des derniers jours, j'ai écrit de nombreuses lettres Substack, puisque j'ai plus de temps. Manifestement, ma pause se passe à un moment clé avec tous ces assassinats, tout ce nouveau génocide qui commence. J'essaie de l'expliciter. On va avoir exactement comme pour Gaza, on va avoir Israël qui va tuer massivement, mais en disant que en fait ils sont gentils, parce qu'ils répondent à des tirs de roquettes qui n'ont aucune efficacité depuis la nuit des temps. Donc on se demande quel chef militaire continue à demander à utiliser des roquettes qui blesseraient même pas un poulet ou créeraient peut-être un petit incendie de grange ou quelque chose comme ça, ou alors vraiment sur un malentendu qui font des dégâts. Enfin, vous imaginez les milliers de roquettes qui ont été tirées depuis des années, que ce soit depuis la bande de Gaza ou depuis le Liban, et qui ne servent absolument à rien, à part à justifier
que des milliers de Palestiniens soient tués, maintenant des milliers de Libanais, et c'est toujours comme ça. C'est véritablement un scénario complètement ridicule, mais qui fonctionne, et qui parfois pourrait me faire croire que finalement tout le monde est complice. En fait, c'est pas que tout le monde est complice, c'est qu'en fait, depuis très très longtemps, les Khazars, et je précise bien les Khazars, les adorateurs du diable, puisque ça n'a rien à voir avec les Juifs originels de l'époque d'Abraham, qui de toute façon ont perdu à l'époque de Moïse, puisqu'on a bien vu quand Moïse est revenu avec les tables de la loi, sa tribu était devenue une tribu d'adorateurs de Baal, donc d'adorateurs du taureau d'or et pas du veau d'or. Et ce veau d'or, taureau d'or, était devenu tellement puissant que les tables de la loi se sont cassées dessus sans avoir aucun résultat. Et ces tribus se sont répandues et sont devenus les Khazars, qui sont devenus, d'après Kessler et son livre La 13e tribu, l'essentiel de ceux qu'on appelle les Ashkénazes, mais qui sont en réalité des Juifs convertis. On ne peut pas être converti si on est un peuple élu. On ne peut être qu'autre chose. Bon, bref, tout ça, c'est un très très long débat que je ne vais pas avoir dans cette introduction de vidéo. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à la regarder. J'insiste, abonnez-vous à mon Substack. Vous allez sur substack.com. Mon Substack, c'est Bertrand55, Bertrand55. Donc Bertrand avec un D 55. Vous pouvez également m'envoyer des emails à bertrand@55bellechasse.com, 55 BE2LECHA2SE.com, bertrand@55bellechasse.com. Et si vous voulez commander du miel, c'est l'adresse idéale. Vous pouvez éventuellement, si vous en avez les moyens et le désir, parce que moi j'en ai le besoin, me faire des dons sur PayPal à newsletter@55lecampanile.com, newsletter@55lecampanile.com, mais vous pouvez me demander toutes ces adresses à bertrand@55bellechasse.com ou dans les commentaires de la vidéo, c'est important. Mais véritablement, ce qui est important, c'est de m'accompagner sur Substack, où j'essaie de créer une communauté et de vous envoyer de longs emails sans aucun filtre, puisque c'est une communauté fermée avec des emails. Donc c'est pas sur le même fonctionnement que les réseaux sociaux. C'est là d'ailleurs que se retrouvent la plupart des journalistes sérieux, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Alors évidemment, beaucoup font exactement sur Substack ce qu'ils font par ailleurs. Moi, vous le savez, sur chaque média, je fais des choses qui sont très différentes. Sur X, j'essaie de parler en temps réel de l'actualité en l'analysant. Sur Substack, j'essaie de faire des lettres plus longues qui permettent une analyse, alors parfois avec un humour jaune. Et sur YouTube, je vous présente l'intégralité d'interviews qui sont captées pour des grandes chaînes, mais qui elles-mêmes ne prennent que des extraits sur leurs émissions avec 18 millions de personnes, ou la globalité. Donc je vous rappelle également 3, 4, 5... je vais être dans la région de Grenoble et de Valence où je donne des conférences. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir des éléments précis. Je vous remercie pour votre aide, je vous remercie pour les partages. Surtout, abonnez-vous également à cette chaîne parce que les algorithmes ne me sont pas favorables. Je vous dis à tous à très bientôt. Ne vous taisez pas, n'ayez pas peur, il faut parler, il est urgent de parler. Quand je suis parti marcher, je me suis rendu compte à quel point il y avait une absence complète de communication entre les personnes qui comprennent ce qui est en train de se passer dans le monde et celles qui ne comprennent pas parce qu'elles regardent la télé, etc. Mais dès qu'on commence à parler, il y a une petite éclaircie qui se produit et on ne sait jamais ce que donnera cette graine. Donc il faut parler, parler et toujours parler. À très bientôt. Merci de vos partages, merci de votre attention et surtout, merci de votre aide.
Alors, tous les exercices militaires qui sont effectués, quels que soient les pays dans lesquels ils sont effectués, sont des préparations pour un conflit. L'idée, c'est que les soldats soient le plus opérationnels possible. Les exercices qui ont lieu depuis quelques années, mais en réalité depuis pratiquement que l'OTAN existe dans la Baltique, impliquent toujours différents pays. Mais en général, ils ne s'approchent pas autant des frontières avec la Russie. Il faut rappeler également qu'au cours des derniers mois, la Finlande et la Suède, qui étaient des pays neutres, ont rejoint l'OTAN. Donc ils participent à ces exercices. Avant, ils laissaient les exercices se dérouler. Maintenant, ils y participent. Ce qui fait qu'effectivement, la mer Baltique, pour la Russie, est devenue le lieu de rendez-vous de pays qui appartiennent à une organisation ennemie. Ensuite, par leur ampleur, c'est des exercices qui impliquent des bateaux à capacité nucléaire, des avions capables de transporter des missiles nucléaires et des pays qui, pour l'instant, n'ont pas de missiles sur leur territoire, mais qui ne cessent d'en demander. On voit que l'Allemagne vient d'accepter d'avoir le stationnement de missiles moyenne portée sur son territoire. Il y a de plus en plus d'équipements militaires de l'OTAN, donc américains, en Pologne. Et clairement, la Lituanie, l'Estonie sont à l'avant-garde des pays baltes, des États baltes, qui fustigent, entre guillemets, mais plus que ça, la Russie. Alors, il faut se rappeler que l'ancienne Premier ministre estonienne vient d'être nommée ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Enfin, ministre ou je ne sais pas quel est son titre exact, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est une personne qui est totalement russophobe. Depuis toujours, elle est extrêmement contre la Russie. Or, étonnamment, son mari a fait fortune avec la Russie. Donc c'est toutes les contradictions, puisque l'Europe critique la Russie, met plein de sanctions, mais n'a jamais consommé autant de gaz et de pétrole russe qu'en ce moment. Et en réalité, tous ces pays sont extrêmement lâches, puisque de fait, ils participent à une guerre contre la Russie, qui est une guerre, que ce soit économique, que ce soit médiatique et donc militaire, en fournissant des armes, des hommes et des conseils, mais ils refusent de le dire. Et donc la Russie vient de changer la donne et de retourner brutalement la table en disant tout pays qui conjointement, d'une manière ou d'une autre, participe à des actions qui frappent le territoire russe seront considérés comme des ennemis qui peuvent être frappés avec des armes nucléaires. Et ça, c'est un énorme changement. Je pense que à la fois Vladimir Poutine l'a dit, Lavrov l'a dit dans son allocution aux Nations Unies pour annoncer la présidence russe du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une présidence tournante. Et Dmitri Peskov a redit la même chose pour être sûr d'être entendu par les Américains. Et dans la foulée, Biden vient d'annoncer 8 milliards de package d'aide à Israël et à l'Ukraine, suite à la visite de Zelensky en Ukraine. Et comme tous les États baltes, la Pologne, etc., demandent que soient donnés aux Ukrainiens des missiles longue portée, pour provoquer vraisemblablement la Russie, on voit véritablement dans quelle direction ça va. Sauf que Blinken a dit « les Russes sont déraisonnables de parler de nucléaire ». Donc en fait, ils prennent quand même les déclarations russes au sérieux et c'est une bonne nouvelle parce que je pense qu'il faut prendre les déclarations russes au sérieux. Donc il y a beaucoup de gesticulations et face à ces gesticulations, le géant militaire qu'est la Russie dit « stop ». La politique contre la langue, contre la culture, mais également contre la mémoire russe est la même qui est conduite aujourd'hui dans les États baltes que celle qui a été mise en œuvre depuis 2014 en particulier en Ukraine. Et on voit où ça a conduit, puisqu'immédiatement, il y a eu séparation de zones ou d'une partie de la population qui a refusé ça. Alors dans les États baltes, peut-être que ce sera légèrement différent, mais ce qu'on a pu observer au cours des 2 dernières années, c'est d'une part qu'ils ont démonté énormément de monuments aux morts russes,
qui était resté à la gloire des soldats russes qui avaient quand même libéré ces pays du nazisme. Et on voit qu'en fait, ils veulent effacer l'histoire et réécrire l'histoire, comme si, en fait, seuls les États-Unis voulaient le bien du monde et la Russie était la puissance du mal. Or, quand on enlève la langue russe, on enlève quelque part la possibilité de communiquer quand on va en Russie, d'avoir un vrai dialogue. Donc c'est la création de nouveaux murs. Mais les murs sur la culture et la mémoire sont presque pires. Parce que comme dit Poutine, à chaque fois, Vladimir Poutine, quand il est dans des interviews, comme celle qu'il avait fait avec Tucker Carlson, il avait insisté sur l'importance de l'histoire. Et la Russie investit beaucoup pour rétablir la vérité historique. Et pour ce faire, ils engagent dans les universités russes énormément de chercheurs, éventuellement du monde entier s'ils ont le courage d'aller rechercher dans l'histoire, et pour rétablir complètement les chronologies historiques, les faits historiques, et donc la vérité contemporaine. Et quand on écoute tous les discours des dirigeants russes, on entend toujours cette capacité très forte à lier des séquences d'événements entre eux. Ils sont capables de parler aussi bien de la situation en Asie, de la situation en Afrique, de la situation historique en Amérique du Nord, en reparlant du génocide des Indiens d'Amérique, puisque c'est toutes ces choses qu'on oublie, de l'utilisation de la bombe atomique par les Américains sur le Japon. Et donc, ce qui est très étonnant, c'est quand on entend aux Nations Unies ou partout les ambassadeurs anglais ou autres dire « mais si les Russes utilisent l'arme atomique, c'est la peine de mort pour tous les dirigeants russes », je pense que les Américains oublient qu'il n'y a jamais eu aucune peine de mort pour les dirigeants américains qui ont décidé de tuer des centaines de milliers de civils au Japon. Et encore aujourd'hui, il n'y a aucune reconnaissance de cette faute majeure. Les Russes, en fait, font ça parce qu'ils ont toujours dit qu'un monde sans la Russie, ce n'était pas un monde. Donc, sous-entendu, rien ne peut exister si la Russie n'existe pas. Et si les autres ne veulent pas l'entendre, eh bien voilà, si la Russie doit perdre, le monde entier perdra. Et c'est un message très important, parce qu'il veut dire qu'il faut faire la paix. Il faut aller vers le calme, il faut aller vers la stabilité. Et les Russes, depuis le début, veulent la paix. Je vous rappelle qu'au moment où la Russie a lancé son opération spéciale en février 2022, dès mars 2022, les Russes étaient autour de la table de négociation et une paix, un accord de paix était quasiment fini. Ça a été confirmé par l'ancien Premier ministre israélien, Bennett, ça a été confirmé par les Turcs et surtout Vladimir Poutine a montré les documents qui étaient signés avec les annexes signées, tout signé. Et on sait qu'en fait, ceux qui ont empêché cette paix de se réaliser, ce sont uniquement les Américains, les Anglais, les Français et peut-être un peu les Allemands. Et j'insiste sur ce point. Depuis, qu'est-ce qui se passe? L'Ukraine, c'est le sang des Ukrainiens jusqu'au dernier. L'Ukraine ne peut plus gagner la guerre, elle ne peut plus faire que des opérations terroristes en territoire russe ou des opérations suicides à grande échelle comme à Koursk, parce que même Ugledar est en train de tomber. On a Barmout qui est tombé il y a déjà un an. En fait, les villes, les bastions les plus solides d'Ukraine tombent un à un. Ils n'ont plus d'hommes, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de stratégie et surtout, ils n'ont plus de démocratie et de médias libres. Il faut savoir que tout le monde parle du président Zelensky. Constitutionnellement, Zelensky n'est plus rien. Il n'y a pas de médias d'opposition, il n'y a pas de parti d'opposition. C'est-à-dire que pour sauver la démocratie, on utilise une dictature, je parle des pays de l'Ouest, des pays de l'Occident, avec un représentant qui est un ex-acteur comique, qui est connu pour être plutôt quelqu'un de très bas niveau dans son humour. Et donc c'est un pantin, et le monde est au bord d'une apocalypse nucléaire, parce qu'en fait, un pantin a été placé à la tête d'un État fier et qui est reconnu par la Russie. La Russie n'a aucune envie d'envahir l'Ukraine. Sinon, ce serait fait depuis longtemps et ce serait une guerre. C'est une opération spéciale pour venir en aide
aux représentants et au peuple du Donbass qui a appelé la Russie au secours. Parce que on voulait leur empêcher d'avoir cette fameuse culture, langue russe, la possibilité de continuer à se déplacer librement pour voir leur famille, etc., etc. Et donc on voit que le nationalisme monte partout, mais avec la Russie, c'est un nationalisme qui respecte en fait les différences. Et c'est ce que ne supportent pas finalement les Américains. Alors, la Baltique, la mer Baltique, a toujours été vue par les Américains comme le moyen le plus facile de frapper la Russie. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une très grande ville russe qui est au niveau de la Baltique, c'est Saint-Pétersbourg. Et de la Baltique, il peut y avoir des sous-marins, il peut y avoir des navires de guerre qui arrivent et qui frappent avec des missiles. Également, les bases de sous-marins russes qui sont dans la région de Mourmansk, donc depuis la Norvège ou autre, mais toute la région de Saint-Pétersbourg. Par ailleurs, il faut quand même, quand on parle de la Baltique, rappeler que c'est suite à des exercices militaires de l'OTAN, dirigés évidemment par les Américains, que les gazoducs Nord Stream ont été détruits. Et donc, tout le monde sait, enfin toutes les personnes un peu sérieuses, qu'ils ont été détruits par des forces spéciales, encore une fois pilotées par les Américains. Il y a un journaliste américain très connu, très sérieux, Seymour Hersh, qui a fait un article qui fait référence sur le sujet, puisqu'il a eu beaucoup d'informations internes des services, du département d'État et autres, qui expliquaient tout le déroulement de cette opération. Donc d'une part, évidemment, c'était les Américains, et évidemment, les Ukrainiens sont absolument pas impliqués là-dedans. Je rappelle que les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à faire ça, puisqu'ils sont extrêmement bien rémunérés par les Russes pour le gaz. Ils n'ont jamais détruit aucun gazoduc. Et faire ça, ça aurait été pour gagner un peu plus d'argent. Non, ça aurait rendu fou les Allemands et les Américains si les Ukrainiens l'avaient fait d'eux-mêmes. Donc c'est juste une manière de se débarrasser de l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui a complètement disparu. Zaloujny ou... Il a disparu. Il devait être ambassadeur d'Ukraine en Angleterre. On n'a plus aucune trace de lui. C'est-à-dire qu'on a un personnage extrêmement important d'un pays qui a été décrit comme un fusible d'une opération qu'il n'a pas faite. Et ce personnage, Zaloujny, a disparu. Donc, aujourd'hui, dans la mer Baltique, il y a le Danemark, l'Allemagne, la Pologne, les États baltes, la Suède, la Finlande et la Norvège, qui sont tous des pays qui sont plus du tout neutres et qui sont devenus des adversaires, voire même des ennemis de la Russie. Donc pour les Russes, aujourd'hui, utiliser la mer Baltique, c'est également devenu un véritable défi, puisqu'il n'y a plus personne qui regarde avec une forme de neutralité le passage des forces navales russes. Et quand on sait l'importance de la marine dans l'armée russe, puisqu'il n'y a qu'à regarder chaque année au niveau de Saint-Pétersbourg, d'ailleurs, la fête de la marine russe, mais c'est considérable ce qui se passe au niveau de la mer Baltique, ce qui est plus qu'une provocation pour la Russie. Et c'est pour ça, je pense, et pour plein d'autres raisons, que la Russie maintenant dit le nucléaire n'est plus quelque chose de tabou. Ça peut partir à tout moment, sachez-le. C'est très clair, la ligne rouge a été tracée, et il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'une ligne rouge a été tracée comme ça, les Russes ont agi en conséquence. Ils avaient tracé une ligne rouge en décembre 2021. Ils avaient prévenu l'OTAN, ils avaient dit si les accords de Minsk ne sont pas respectés et si les choses continuent comme ça, on va agir. Ils n'ont pas été pris au sérieux, ils ont agi. Tout le monde a été, entre guillemets, surpris, mais les Russes y sont allés. Et je pense qu'ils iront, mais ils ne frapperont pas forcément l'Europe. Ils frapperont peut-être les États-Unis en première intention. Parce que je pense que le peuple américain n'a aucune idée
de la puissance réelle des Russes. Même la plupart des gens qui sont au Congrès ou au Sénat américain sont si peu cultivés, si peu informés ou si mal informés qu'en fait, ils pensent toujours que la Russie, c'est uniquement un pays qui produit du pétrole, qui produit des jolies filles, qui produit de l'artillerie, mais qui n'est pas capable d'aller plus loin que 50 ou 100 km, et qui prétend de façon mensongère avoir des armes rapides ou à longue portée. Donc les Américains risquent d'être très, très surpris. Le nationalisme progresse partout en Europe. Donc il progresse dans les États baltes, mais ce qui semble préoccuper beaucoup plus les partis au pouvoir, c'est la manière avec laquelle il avait progressé énormément en France. Et donc on a vu par quel artifice le président Macron a réussi à débrancher à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite, sachant que l'extrême gauche n'est pas nationaliste. Mais en Allemagne, aujourd'hui, l'AfD est véritablement devenu le parti dominant, qui est le parti dit d'extrême droite allemande. Dans les États baltes, il y a une tradition depuis toujours de nationalisme. Il y a aussi cette même tradition en Pologne et il y a cette tradition en Ukraine. Mais Zelensky, je rappelle, a été élu en ayant une position plus centriste, plus russophile, etc. Donc, de toute façon, les gens qui sont élus dans tous les pays, les gens qui sont mis en pouvoir par les médias qui appartiennent aux Américains et à leurs alliés, sont toujours des pantins, pas du nationalisme, mais des pantins de la puissance américaine. Donc quand on parle de nationalisme, de toute façon, il est toujours manipulé, soit par les crises, soit par les flux de migrants massifs, puisque le nationalisme est monté en Pologne quand les Polonais se sont mis à avoir des centaines de milliers, voire des millions de migrants ukrainiens, mais également africains de partout. Donc la volonté, le sentiment nationaliste, c'est de toute façon toujours quelque chose qui est aiguillonné par les médias, par les pouvoirs en place, pour diviser les peuples. Et ensuite, une fois que ces mouvements nationalistes deviennent grands, on fait peur aux gens en leur disant « Oh là là, regardez, il y a beaucoup trop de nationalistes, le pays va virer dans le cauchemar, dans la xénophobie, dans le fascisme, et pouf, on retourne exactement ce qui s'est passé également au niveau de l'Union européenne, avec des gens un peu comme Kallas, Van der Leyen, Macron, etc., qui gardent le pouvoir et qui, en fait, sont des personnes qui ne font pas du tout le jeu de leur pays. C'est-à-dire qu'a priori, des partis nationalistes se préoccuperaient de leur pays. Eux, ils font un jeu globaliste, un jeu woke, parce qu'en fait, vous avez qu'à vous balader en Estonie, en Lituanie, en Pologne, partout, le wokisme prend de plus en plus de place. Mais venez en France, c'est pareil, hein. Il y a qu'à regarder également aux États-Unis. Et c'est contre tout ça que la Russie a dit non, parce qu'en réalité, une grosse partie des problèmes qu'a la Russie depuis un certain nombre d'années, c'est le jour où Vladimir Poutine a dit « J'interdis le prosélytisme woke ». Et ce jour-là, c'était une déclaration de guerre contre cet État fou qui veut supprimer les genres, qui veut détruire les familles, qui veut détruire la natalité et qui veut contrôler entièrement le monde avec sa fausse monnaie. Et donc, c'est ce qui se passe, mais la plupart des peuples n'en ont absolument pas conscience parce qu'on les fait se focaliser sur des fausses informations. Et il n'y a qu'à écouter les discours au cours des derniers jours aux Nations Unies, puisqu'il y avait la nouvelle période la nouvelle session aux Nations Unies, pour se rendre compte à quel point, que ce soit les Américains, les Israéliens, les Anglais, évidemment les Français, malheureusement, et c'est un Français qui parle, ne disent que des mensonges. Des mensonges sur ce qui se passe actuellement et des mensonges sur ce qui a conduit à ce qui se passe actuellement, mais pire, des mensonges sur l'histoire. L'histoire qui devrait être dans tous les livres d'histoire. Et donc c'est très triste et c'est ce qui fait monter le nationalisme et c'est ce qui devrait inquiéter tout le monde parce que ça risque d'amener au chaos. Vous savez, la notion de frappe préventive, c'est quelque chose d'absolument abominable.
Parce qu'on sait tous très bien que dans la diplomatie de la guerre, il y a beaucoup d'effets de démonstration, il y a beaucoup d'effets de bluff, il y a beaucoup d'actes qui sont mis en place, mais pour essayer d'obtenir une négociation jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire, on montre ses muscles, on montre sa force, on montre tout, et on obtient une paix, parce qu'en réalité, aucun des deux n'a envie d'aller à la guerre. Ce qu'on ressent en ce moment, à l'approche des élections américaines, qui voient être face à face Kamala Harris et Donald Trump, c'est qu'en réalité, l'État profond américain, qui lutte de toutes ses forces contre la réélection de Donald Trump, se dit qu'en réalité, malheureusement, peut-être que la dernière issue, c'est que les choses escaladent en Europe. Et en cas de conflit beaucoup plus chaud que ce qu'il est aujourd'hui, la tradition aux États-Unis, c'est de ne pas changer le chef d'État. Et comme Kamala Harris est vice-présidente, eh bien, elle profiterait, entre guillemets, de cette situation. Et puis surtout, les Américains, dans les médias en tout cas, ils présentent Donald Trump comme un fou de guerre. Ce qui est complètement absurde, puisque pendant son mandat, c'est le seul mandat où il n'y a pas eu de guerre des Américains contre d'autres pays. Et Obama, qui a eu le prix Nobel de la paix, c'est celui dans lequel il y en a eu le plus. Il n'y a jamais eu autant de guerres que sous Obama, qui un jour, quand l'histoire sera écrite réellement, sera sans doute le président le plus détesté de l'histoire des Amériques. Mais pour l'instant, étonnamment, dans cette culture de l'inversion, il est considéré comme un héros national. Mais en tout cas, les frappes préventives de l'Estonie, c'est véritablement quelque chose de ridicule. L'Estonie, c'est un tout petit pays qui n'a même pas l'équivalent d'une division de militaires. Donc, eux, sauver l'OTAN, l'Estonie, enfin, l'OTAN, à 80%, c'est les États-Unis. Donc, qu'est-ce que ce petit pays peut sauver qui que ce soit? Encore une fois, on voit que ces gens ne parlent que comme des marionnettes. Ils sont les ventriloques de quelqu'un d'autre. Ils sont les ventriloques, manifestement, des États-Unis. Et on a eu Macron, il faut s'en rappeler, qui avait été aussi le premier à parler d'armes atomiques. Macron avait parlé de soldats de l'OTAN en Ukraine. Macron avait parlé de livrer des avions, et il l'a fait. Mais il avait aussi évoqué le fait des missiles. Finalement, les Storm Shadow ont été livrés et ils sont utilisés massivement depuis quelques mois en Ukraine. Donc la possibilité d'avoir des missiles plus longue portée, c'est quand même quelque chose qui serait catastrophique. Et si l'Estonie était le pays qui s'y risque, de toute façon, ils ne seraient pas ceux qui risquent le plus un bombardement en retour, puisqu'encore une fois, les Russes ont été très clairs. Si jamais un pays nous attaque, mais qu'il a des complices, les complices seront considérés comme des attaquants.